au deuxième appelé, nous allons appeler à la barre Monsieur Jérémy Lamery. Monsieur Lamery, qui est donc le patron de l'ABRH et le patron d'une société qui s'appelle Monkey Time. Vous êtes physicien, Monsieur Lamery, de formation initiale, Tout à fait. formé à Oxford, Mazette, HEC Paris, docteur en philosophie. Hein, je suis parti sur Wikipédia. Non, sciences cognitives. Ah bon? C'était marqué à Paris Descartes, docteur en philosophie. Parce que c'est parce que c'est PhD et il y en a qui pensent que ça veut dire qu'on fait de la philosophie. D'accord. Alors, est-ce que je dois croire aussi, parce que vous avez vraiment le physique de Chaval, que vous êtes aussi rugbyman? Tout à fait. Ça, c'est vrai. Tout à fait. D'accord. Officier de réserve de la navale. Ouais. Alors, promotion les indomptables. Ouais, dis donc. Ouais, je suis bien renseigné. Et puis donc, président, cofondateur du LabRH, 450 startups, je le disais tout à l'heure, dans le domaine du RH, CEO de Monkey Time. Et Monkey Time, c'est pareil, j'ai regardé sur Google, cravate de singe. Cravate de singe. Est-ce que ça signifie que, pour une startup, il y a plus d'acquaintance, en fait, avec le monde animal qu'avec l'intelligence artificielle? Alors, votre honneur, je me souviens d'un article que vous aviez publié là sur le sujet il y a quelques années. On est posé dessus. Monsieur le juge, Oui, ça. oui. Bon, monsieur le juge, je me souviens d'un article que vous avez publié justement sur le sujet il y a quelques années. Vous parliez des singes, de la jungle, de tous ces oeufs qui débarquent dans le monde, mais non, simplement c'est lié à une expérience personnelle, liée au fait que là où je travaillais, les gens portaient des costumes et des cravates et que j'avais l'impression de voir des armées de singes en cravate. J'en faisais partie. Et j'en faisais partie. Alors, Monsieur Lamery, l'intelligence artificielle, vous commencez à l'utiliser dans un certain nombre d'applications propres aux ressources humaines. Est-ce que vous pouvez nous dire, dans votre fort intérieur, ce que vous considérez comme étant de l'intelligence artificielle nécessaire à ces applications, et ce qui est encore, on va dire, du domaine du gadget? Très bien. Donc tout d'abord, je pense que c'est important de reprendre au départ de ce qu'est l'intelligence artificielle. On parle de l'intelligence artificielle, mais quand on parle de l'intelligence humaine et qu'on mesure des gens sur une échelle de l'intelligence humaine, on va avoir des gens qui sont plus proches du zéro que de la mesure opposée. Et ben dans l'intelligence artificielle, c'est la même chose. On crée des machines et ces machines sur une échelle de 0 à plus quelque chose. Aujourd'hui, à mon sens, elles sont plus souvent proches du zéro que proches de la mesure opposée. Pourquoi? Parce que c'est des machines qui, à un moment donné, ont été développées par des humains dans le but de se substituer un processus. Un algorithme, c'est tout simplement une suite logique d'opérations finies. Et je pense que ça fait quelques mois que j'arrête pas de le répéter, mais je continuerai à le répéter parce qu'un algorithme, ce n'est que ça. C'est une suite logique d'opérations finies. C'est ce micro était posé, je tends la main, je tends la main, je serre le micro, je lève la main. J'ai fait une suite d'opérations. Et si pour prendre le micro, j'ai toujours besoin de faire cette suite d'opérations, alors je peux le faire par une machine. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si mon micro, au lieu d'être là, il est par terre, eh ben, ma machine, elle va arriver, elle va tendre la main, elle va serrer la main, elle va lever la main, elle aura rien dans la main. Parce que le micro sera pas au même endroit. Et dans ce sens-là, l'intelligence artificielle qu'on a aujourd'hui, et notamment dans le RH, elle en est à peu près à ce niveau-là. C'est-à-dire que si le micro est pas au bon endroit, elle va pas réussir à le trouver. L'intelligence artificielle, au sens où on l'entend, elle doit être capable de s'adapter aux conditions réelles. Et pour ça, elle doit être capable de gérer d'autres paramètres que ceux pour quoi elle est simplement programmée. Donc, je vais faire le lien avec le cerveau parce que c'est là que ça devient intéressant. Donc, je fais pas de la philosophie, je fais des sciences cognitives. Et les sciences cognitives nous apprennent quelque chose, c'est que ce qui fait la valeur ajoutée de l'humain aujourd'hui face à une machine, c'est sa capacité à apprendre, sa capacité à réfléchir et sa capacité à interagir. En gros, c'est 4 compétences. La créativité, l'esprit critique, la communication et la coopération. Et cette spécificité, aucun doute qu'à terme, l'intelligence artificielle sera capable de se l'approprier. Aucun doute là-dessus. Mais je rejoins mon collègue pour dire que clairement, on en est très loin. Dans les ressources humaines aujourd'hui, quand vous avez 2 jeunes étudiants d'école de commerce qui se lancent dans une application d'intelligence artificielle qui propose sur le marché 2 mois plus tard, j'ai des doutes sur le fait que ça rivalise vraiment avec ce qu'IBM essaye de faire depuis 30 ans.
Et dans ce sens-là, quand vous creusez un peu, j'ai envie de vous dire, allez plutôt chercher du côté des centres de traitement à Maurice. C'est là que se trouvera plus probablement la réponse. Et c'est une réalité. C'est aujourd'hui l'intelligence artificielle, on n'est pas du tout là. Et ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est des algorithmes, autrement dit des suites logiques d'opérations, qui sont des suites finies d'opérations logiques, qui sont faites bien souvent non pas par des algorithmiciens, mais par des développeurs qui touchent un petit peu en code et qui touchent un petit peu en maths, et qui vont se dire pour leur recrutement, ce recruteur, les recruteurs, ils font quoi pour recruter? Ils regardent l'expérience, ils regardent le diplôme, ils regardent les hobbies. Allez, on va dire que l'expérience, enfin en France, on est en France, le diplôme c'est important, donc on va dire que ça compte pour 40%. Allez hop, dans l'équation, le diplôme va compter pour 40%. L'expérience, c'est important aussi, 40%. Et hop, les hobbies, ça va compter pour 20%. Et quand la machine, elle va lire les CV, elle va faire ça. Ça, on va dire, c'est presque le best case. On a aussi les machines plus classiques, les hacheuses de CV, comme je les appelle, qui vont prendre le CV et on va déterminer que pour embaucher un ingénieur commercial, il faut que dans son CV, il y ait forcément commercial, il y ait forcément BTS ou il y ait forcément école de commerce, enfin des mots-clés. Et si le mot-clé n'est pas dans le CV, alors oui, on jette. Ça, c'est l'intelligence artificielle face à laquelle on fait face aujourd'hui. Une intelligence préprogrammée. C'est uniquement un programme. Et en fait, la qualité dépend tout simplement de la personne qui l'a programmé. Et je dis bien de la personne. Et ce qui est en train de se passer dans les RH, c'est qu'on a tout un tas aujourd'hui d'organisations qui arrivent vers le client et qui disent « Monsieur, j'ai un algorithme intelligent qui est capable de corriger les erreurs du passé. » Là, je vous renvoie des articles de presse récents, vous trouverez vous-même. Corriger les erreurs du passé, qui est capable d'apprendre tout seul. On est 2 étudiants en école de commerce qui avons développé une solution de machine learning. Chapeau. Et on dispose d'algorithmes qui sont capables de faire tout et n'importe quoi. La vérité, c'est qu'ils sont surtout capables de faire n'importe quoi. Ouais, clairement. Pourquoi? Parce que simplement, quand on va avoir des choses, des éléments, en fait, qu'on va standardiser, puisque on fait une solution, on met un algorithme dedans, et on va avoir toutes les boîtes en leur vendant la même solution. Je suis désolé, chez L'Oréal, on recrute pas comme chez Procter & Gamble. Chez Danone, on va pas recruter comme dans la start-up du coin. Parce que dans l'une, la culture aura plus d'importance que le diplôme, et vice-versa, et ainsi de suite. Et donc, en fait, et c'est là que j'arrive, un algorithme, c'est censé reproduire les meilleures pratiques d'un processus donné. Les meilleures pratiques. Si cet algorithme ne reproduit pas les meilleures pratiques, alors il ne sert à rien. Et mieux vaut faire le travail avec un humain. Donc, quand on digitalise, on cherche d'abord à dématérialiser, c'est-à-dire d'abord à faire ce qu'on faisait à la main avec une machine, parce qu'effectivement, trier 200 CV à la main, ça peut être long, et on peut être un peu plus fatigué au 200e, mais moins bien le traiter. Et donc, si on définit la bonne manière de le traiter, on peut le faire traiter par une machine correctement en moins d'1 seconde. Ok. Mais pas pareil partout. Et deuxièmement, quand on digitalise, c'est-à-dire non pas seulement quand on cherche juste à remplacer le processus, mais quand on cherche à faire plus de choses que ce qu'on faisait à la main, à mon sens, si on définit pas les bonnes pratiques de ce qu'on aimerait pouvoir faire, je ne vois pas pourquoi on laisserait un algorithme décider à notre place. Il en va de la survie de la fonction RH, d'arriver à garder la main sur la manière dont les sujets sont traités. Maître Valère. Non, je trouve que ça répondra parfaitement à la préoccupation que j'exposerai tout à l'heure. Donc, moi, votre expertise m'a particulièrement convaincu. Je sais pas si c'est une bonne chose. Monsieur le procureur. Mais, monsieur Lamry, si je vous entends bien, l'essentiel est donc la qualité du processus initial. Vous êtes bien d'accord avec moi? Entre autres. Et d'une certaine façon, si l'on va rechercher et si l'on utilise algorithme et sa bande pour reprendre un processus qui est déjà défaillant, nous n'aurons que des systèmes défaillants. Alors, je tiens à modérer quelque chose, et je sens la défense que mon compère prépare. Algorithme, il est victime là-dedans, il faut le laisser tranquille. Moi, je pense qu'algorithme n'est pas responsable de ce qu'il fait. Je pense qu'algorithme, il est utilisé. C'est une victime même dans cette histoire. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut s'intéresser à ceux qui ont mis algorithme sur le devant de la scène, ceux qui l'ont programmé, ceux qui l'ont codé. Et donc, en ce sens, tous les éditeurs de logiciels, les éditeurs d'algorithmes, tous ces acteurs-là, mais surtout tous ceux qui l'acceptent dans leur maison. C'est quand vous connaissez pas quelqu'un,
et que ce quelqu'un a l'air un petit peu louche, bah vous le laissez pas entrer chez vous. Pourquoi est-ce que les RH feraient ça avec les algorithmes? Pourquoi est-ce qu'ils ne questionnent pas? Je suis désolé, dans mon entreprise, quand je prends un stagiaire, quand j'embauche une personne, bah, je lui fais passer un entretien, je challenge un peu. Bah, il faut considérer que si on doit à un moment donné parler d'intelligence humaine et d'intelligence artificielle, il faut traiter l'intelligence artificielle au même titre qu'on traiterait l'intelligence humaine, c'est-à-dire la challenger. La challenger. Et je pense que c'est un truc qu'on ne fait pas assez aujourd'hui. C'est quand on fait entrer cet algorithme dans la maison, qu'est-ce qu'on attend de lui, qu'est-ce qu'il est capable de faire, est-ce que ça correspond à ce qu'on veut. Ça, c'est la première des responsabilités. Et à mon sens, c'est là que se situe le débat aujourd'hui. Je vous remercie, monsieur. Monsieur le juge, pas de question. Merci, monsieur Lamery.